Rebonjour, on se retrouve sur le cours relatif à la pile à hydrogène, donc épisode 3 on va dire, donc, qui concerne la caractérisation énergétique d'une pile et en fait indirectement aussi d'un électrolyseur qui fonctionne donc de manière symétrique. Alors, ce qui est important de dire à ce niveau-là, c'est qu'on quitte un peu les sentiers euh, scientifiques qui ont été mis en évidence préalablement dans les deux parties précédentes, à savoir que ce qu'on va dire là, ça s'applique tout à fait dans un cadre pratique. Là, on s'écarte un peu de la théorie et que les formules qu'on va utiliser voilà, sont tout à fait adaptées pour caractériser le fonctionnement en situation, donc de manière effective, d'un électrolyseur ou d'une pile. Donc ça, c'est une nuance par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment, et qu'on intègre globalement ici à la fois les aspects chimiques et les aspects électriques qui comportent un certain nombre de phénomènes qui vont venir parasiter le fonctionnement théorique qu'on a pu mettre en évidence les fois précédentes. Donc là, on est sur une approche globale qui va marcher relativement bien dans tous les cas de figure. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps en fait, au rendement d'une pile et on fera ensuite la même chose pour un électrolyseur. Donc une pile, on a vu comment ça fonctionnait. On va retrouver ce fonctionnement au niveau de la caractérisation du rendement, donc la lettre eta grecque qui permet de calculer, donc de mettre en évidence le rendement. Donc c'est le rapport entre deux puissances. Je préfère ça plutôt que par rapport aux énergies, mais en fait on pourrait schématiquement faire la même chose sur l'énergie, mais c'est beaucoup plus efficace en passant par les puissances. On va avoir donc la puissance électrique, en fait, c'est la puissance en sortie du système. Donc on va avoir P égale UI, la formule que vous connaissez bien. U étant la tension délivrée par la pile, c'est-à-dire en fait, ça se comporte vraiment comme un générateur de courant. Hein. Et I, c'est l'intensité qui va circuler dans votre petit circuit électrique que vous allez brancher sur la pile. Ça pourrait être une petite ampoule, ça pourrait être un élément un consommateur, un moteur électrique pour une voiture, hein, par exemple, pour une voiture à hydrogène. Et puis, nous, en TP, voilà, on verra, on pourra simplement mettre dans ce circuit-là une résistance variable, donc comme on a déjà utilisé pour le panneau solaire. Et donc, on pourra avoir un courant qui passe dans cette résistance et calculer la puissance en fait qui est délivrée par la pile, qui est consommée par la résistance. Donc ça, c'est ce qui se passe en sortie. En entrée, donc excusez-moi, dans la petite formule, j'ai omis les accents, c'est pas bien, mais diapo, c'est toujours perfectible, c'est clair. Donc ici, en entrée, on a la puissance associée à la consommation d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on a bien compris que la pile, elle fonctionne, elle consomme, donc elle aspire l'hydrogène, et puis grâce à son procédé un petit peu génial au cœur de pile, en fait, on va générer de l'électricité. Donc on a une conversion d'énergie, et on retrouve en fait ces considérations-là au niveau du bilan d'énergie que vous avez dans les yeux là. Alors, dans le cas le plus génial, en fait, vous avez, qui n'existe pas évidemment, vous avez eta qui vaut 100%, donc du coup on a un rapport entre les puissances qui vaut 1, donc on transforme toute l'énergie chimique qu'il y avait dans l'hydrogène en énergie électrique dans le circuit. Bon, évidemment, ça relève un peu du rêve, tout ça. En pratique, on a quand même des rendements qui sont ridicules, mais ils sont assez décriés voilà, dans la presse, parce que les gens ils sont pas habitués à plancher sur des systèmes comme ça. Mais on fonctionne avec des rendements autour de 50% sur des piles dans la vraie vie, que ce soit sur un système pour un particulier ou une installation industrielle. Donc c'est loin d'être nul, quoi, d'être négligeable. Moi, je considère que c'est déjà un bon niveau de performance. Mais bon, parfois, je me sens un petit peu, un peu isolé sur ces sujets. Voilà. Alors, P égale UI, ça, vous savez comment on fait. Hein. Donc, vous mettez un voltmètre pour avoir la tension, vous mettez un ampèremètre pour avoir l'intensité qui transite dans le récepteur, dans la résistance.
Et vous pouvez calculer comme ça la puissance électrique qui est délivrée par le dispositif. Par contre, la puissance chimique, je ne suis pas sûr que vous ayez vu ça. Donc, je vous présente une petite formule que je vous demande d'admettre. C'est la puissance de l'hydrogène, en fait, c'est une puissance chimique ici. Donc, l'hydrogène, il est disponible dans un réservoir, voilà, à une certaine température, une certaine pression. Et en l'occurrence, quand il va être consommé par la pile, il va y avoir un débit, donc un débit Q, on a déjà vu dans la deuxième partie comment on pouvait le calculer. Ce débit, eh bien, pour aboutir ici à l'expression de la puissance hydrogène, il faut multiplier le débit par H0, qui est, encore une fois, si j'utilise ces notions-là, enfin cette écriture, c'est pour retomber sur nos pieds. Donc c'est encore une fois l'enthalpie, ici, l'enthalpie libre en fait, du gaz qu'on retrouve à nouveau sur ce bilan d'énergie. Alors vous retrouvez les grandeurs ici, P la puissance chimique en watts pour ne pas changer. Le débit, donc mètres cubes par seconde, c'est un débit volumique ici, et non pas massique. On pourrait éventuellement le faire, c'est vrai. Ici, H0 en fait, donc c'est l'enthalpie. Et dans bien des ouvrages, en fait, on considère, on appelait ça en fait le pouvoir calorifique. Alors ici, c'est le pouvoir calorifique inférieur. On verra pourquoi tout à l'heure du gaz, parce qu'il est sous forme en fait gazeuse. Et on a une valeur de 10,8. Alors, vu que c'est une valeur très élevée avec plein de zéros, je me suis permis de mettre des mégajoules par mètre cube, ce qui veut dire que si j'avais voulu bien faire la puissance ici, en fait, ce serait des mégawatts, quoi, pour être des mégawatts pour être cohérent en fait avec la valeur ici proposée pour H0. Parce que j'ai pas eu le temps de faire, pas eu l'occasion de changer le diapo quand même. Mais ça demanderait une petite modification dans ce sens-là. Voilà. Alors, pour ce résultat, pour l'électrolyseur fonctionne complètement à l'inverse, donc on va retrouver une formule mais complètement symétrique, mais à l'envers, évidemment, avec ici le rendement sur état de l'électrolyseur, qui est le ratio entre la puissance générée en sortie d'électrolyseur, c'est-à-dire en fait qui correspond à la production de H2, d'hydrogène, divisé par la puissance électrique qui est fournie à l'électrolyseur. Donc il vaut toujours P égale UI, mais évidemment c'est plus le même P, c'est plus le même U, c'est plus le même I que précédemment. L'électrolyseur, vous allez devoir l'alimenter pour qu'il casse la molécule d'eau en énergie électrique. Et ce qu'on peut faire en TP par exemple, c'est d'avoir une alimentation continue, et donc qui va générer la bonne tension et puis la bonne intensité, donc la bonne puissance. Alors je vous rappelle qu'en théorie, pour casser de l'eau, il faut 1,48 volts sur chaque cellule de l'électrolyseur. Voilà. En pratique, il faudra évidemment un petit peu plus, puisque les systèmes ont toujours aussi, ne fonctionnent pas complètement en lien avec la théorie. Il y a toujours des pertes, notamment des pertes par effet Joule au sein de l'électrolyseur. Et puis aussi des pertes au niveau de l'efficacité chimique du système. Donc voilà, donc on retrouve le ratio, et le même ratio que tout à l'heure, mais à l'envers. Et puis la production, il est clair que là, on va générer de l'hydrogène en cassant la molécule d'eau, et on va stocker l'hydrogène dans un petit ou un moyen ou un grand réservoir, et on va donc le garder jalousement pour nous, pour un usage futur, en fait. Voilà, ça peut être quelques mois plus tard, c'est pas gênant. Donc, on va stocker cet hydrogène. Maintenant, on pourrait très bien également récupérer l'oxygène qui est généré par l'électrolyseur. Ça se fait. On a des projets pilotes, notamment en Corse, où on stocke les deux gaz dans des réservoirs séparés. Mais évidemment, vous comprendrez que l'inconvénient, c'est qu'il faut disposer également d'un réservoir pour ça. Donc, du coup, l'installation elle va doubler en taille, ou presque, puisqu'on n'a pas le même volume de H2 et de O2 au travers de la réaction chimique. Mais du coup, ça prend un peu de place, et puis c'est des moyens à mettre en place supplémentaires. Sachant que l'oxygène, si on en a besoin, on peut aller le puiser dans l'air quand même, au lieu de le stocker. Par contre, dans une pile, ensuite, si on amène l'oxygène directement au lieu du mélange air
classique, oxygène et azote, on a une pile qui va voir en fait son efficacité augmenter. Donc ça peut être un intérêt sur le plan industriel, donc à voir ce qui se fera à l'avenir, si ces systèmes-là sont généralisés. Ce que j'ai pas dit également sur l'électrolyseur, c'est qu'il y a actuellement une mode qui est tout à fait sympathique de produire de l'hydrogène vert à partir des moyens classiques en ENR qui sont le PV, donc le photovoltaïque, et puis l'éolien. Donc on va fournir l'énergie électrique directement sur la base en fait, d'une installation photovoltaïque ou éolienne pour alimenter l'électrolyseur. Et du coup, l'électrolyseur va permettre de stocker de l'hydrogène dans des réservoirs. Voilà. Donc ça permet de stocker de l'énergie à partir d'un moyen de production intermittent, comme l'énergie solaire, enfin le photovoltaïque et puis l'éolien. Donc le vent il souffle un petit peu quand il veut quand même. Donc du coup, on peut garder tout ça jalousement pour une utilisation future sous forme de gaz hydrogène dans des réservoirs. Et puis rebalancer cette énergie-là sous forme de gaz dans une pile en différé beaucoup plus tard. Donc vous voyez l'intérêt en fait de ces systèmes-là dans une chaîne complète de production d'énergie et de stockage. Voilà. Alors, pour ce qui est de la puissance chimique ici, donc on est sur la production, sur l'aspect production, on a à peu près la même formule que précédemment, donc P égale QH. On reconnaît le débit et c'est la production cette fois-ci, non pas la consommation, donc c'est pas le même Q que tout à l'heure. Bon, j'aurais pu mettre un prime aussi pour différencier. Je l'ai pas fait, c'est pas bien, mais voilà. Tout ça c'est largement perfectible évidemment. Le H en fait ça va être à peu près la même chose, à une petite nuance près. Et par contre, ce que j'ai pas dit également, le P égale 8, donc là on aurait pu primer aussi, on n'est pas sur le même système que en sortie de pile, on est vraiment en amont de l'électrolyseur. Donc on retrouve P', on a dit, le débit de production, donc Q, alors méfiez-vous des unités aussi, bon, là on n'a pas fait de calcul, donc on a le droit de mélanger un petit peu tout ça, si on veut, au niveau de l'expression. Et puis le H'0, ici, en fait, il n'a pas la même valeur que tout à l'heure, parce que c'est le pouvoir calorifique supérieur du gaz. Et par rapport à tout à l'heure, c'est simplement parce que, en fait, quand on est sur un électrolyseur, on a donc de l'eau au départ, qui est un solide, enfin, pardon, sur un liquide, pardon. Et donc, on doit transformer, enfin, faire la cassure de la molécule d'eau pour transformer ça en gaz. Donc, on intègre ici le phénomène de vaporisation des gaz, donc pour que ça devienne de l'hydrogène. Et en l'occurrence, et puis de l'oxygène ensuite, de l'autre côté sur l'autre sortie du circuit. Et donc on a le pouvoir calorifique supérieur qui intègre la vaporisation de l'eau. Donc du coup la valeur elle est légèrement supérieure donc, à ce qu'on avait tout à l'heure. Sinon c'est un petit peu la même idée. Alors donc ça, hop, je vous le rajoute. Durant l'électrolyse, on a un nouveau phénomène qui est de vaporiser l'eau. Ensuite, vous verrez dans la documentation, le pouvoir calorifique supérieur, ça existe pour beaucoup on appelle des carburants, hein. Que ce soit ici, on est sur l'hydrogène, mais qui va venir se faire donc oxyder par de l'oxygène au niveau de la pile. Mais donc là, on raisonne plutôt au niveau de la production de courant. Mais on a des carburants comme de l'essence, comme du bois exactement, et on parle également de pouvoir calorifique dans ces différents cas-là. Et ça nous permet en fait de calculer, enfin de relativiser l'énergie disponible sous forme de carburant, que ce soit de l'hydrogène, même une batterie en fait classique électrique, ou de l'essence ou du bois, etc., etc. C'est je dirais une grandeur relativement universelle que cette notion de pouvoir calorifique. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour cette caractérisation énergétique et puis pour le cours en fait dans son intégralité. Je vous remercie de votre attention.